Bienvenue à tous dans Symbiose, le libre podcast. Alors ici, c'est un espace où la parole se veut libre et où on sait que l'idéal, quand on a un problème de santé, en fait, c'est de rencontrer son médecin, ça bien sûr, mais aussi son naturopathe. Alors réinventons ensemble les émissions de Conseil Santé avec Loïc Ternicien. Bonjour Loïc. Salut Thémis, salut à tous. Alors je suis vraiment ravie parce que tu as mis à l'honneur 2 de tes derniers bébés pour ceux qui nous écoutent et regardent sur YouTube en même temps. En finir naturellement avec le stress et l'anxiété, ça vient de sortir. En finir naturellement avec les rhumatismes également. Et puis il y a Doc Pablo à nos côtés. Bonjour Doc. Bonjour. Le plus calé des réseaux et d'ailleurs il est aussi avec nous pour cette émission qui vous est présentée par Naturo Compétences qui propose des formations d'expertise et de spécialisation pour les naturopathes. Donc si vous aimez cette émission unique en son genre, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter aussi, on a hâte de vous lire, vous pouvez la partager à tous les gens que ça peut intéresser autour de vous et vous pouvez y participer surtout. Donc pour ça, vous laissez un petit vocal via WhatsApp au numéro 07 56 88 98 18 07 56 88 98 18. Au programme aujourd'hui, Jessica qui s'interroge parce qu'elle fait comme sa mère faisait avec elle mais avec ses propres enfants quoi. Hein. Est-ce normal docteur ? Eh ben, on va parler transgénérationnel juste après avoir reçu Alexandra Rosenfeld. C'est notre VIP du jour. Merci beaucoup à Alexandra d'être avec nous. Eh ben, elle nous rejoint justement. Et on commence donc cette émission Symbiose, le podcast, avec une yogini accomplie, ex-Miss France, maman courage s'il en est, parce que t'en as parlé il y a quelque temps déjà, hein, Alexandra, tu te bats contre le syndrome de coquette. Alors c'est un mot très mignon dit comme ça, mais on est ravis que tu sois là pour nous en parler. Tu es au bon endroit ici, hein, Symbiose, on va pouvoir parler médical, naturopathie. Bienvenue Alexandra Rosenfeld. Merci, je suis ravie d'être avec vous. C'est nous qui sommes ravis. Bienvenue à toi. On va raconter l'histoire, hein, Pablo. En fait, c'est Alexandra qui t'a contacté il y a quelque temps pour avoir ton avis sur ce qui se passait au niveau santé. Je crois que tu en as un petit peu parlé dans les médias. Alexandra, qu'est-ce qui t'arrive au niveau santé en ce moment? Oh, Pablo. Non, Pablo. J'ai Pablo dans les médias. On sait que tu es atteinte du syndrome de coquette suite à une thrombose, il me semble. Enfin, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qui t'arrive au niveau santé déjà. Oui, alors moi j'ai une nature très sèche, très fine. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc toute la vie j'ai toujours très mal mangé. C'est vrai que quand on n'a pas tendance à prendre du poids, on peut manger un peu n'importe quoi. Et à 25 ans, moi qui n'avais jamais eu de boutons, etc., mon corps a commencé à réagir. J'étais vraiment enflammée tout le temps, quoi, des boutons, des aftes, etc. Et donc j'ai commencé à manger bio, de saison, avoir une alimentation un peu plus saine, boire de l'eau parce que je buvais que une boisson gazeuse très sucrée pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas healthy. J'ai commencé à faire du yoga, etc. Et aussi, même dans le sport, moi, j'ai toujours été très compétitrice et je comprenais pas pourquoi faire du sport sans vouloir absolument gagner. Et donc, ma vision de la vie a changé complètement. Et aujourd'hui, je fais du sport. J'ai fait du pilates, du yoga. J'ai pensé à mon bien-être en général. Donc, pour tout, dans l'alimentation, dans la façon de voir les choses et dans mon sport, dans mon quotidien. Et donc voilà, j'ai une maladie auto-immune, donc je suis souvent enflammée et quand j'ai des crises, je pouvais aller sortir tout ce que j'avais en moi dans le sport, même si c'était du pilates ou du yoga. En tout cas, j'avais le mouvement était avec moi et le mouvement m'aidait beaucoup. Et j'avais là des douleurs depuis 1 mois constamment dans l'iliaque en fait. Et donc, je suis allée faire une écho. Je pensais que c'était pelvien, mais j'avais rien. Je pensais que c'était musculaire, mais j'avais rien. Donc, je serrais les dents parce que vu que je suis habituée à avoir mal, je me disais, c'est rien. Et puis finalement, un jour, je pouvais plus du tout marcher. Et donc, on m'a fait passer un IRM. Et là, on m'a dit, OK, tu descends tout de suite aux urgences. Il faut qu'on regarde si tu fais pas une embolie pulmonaire. Tu as un caillot énorme. J'avais toutes les veines obstruées. Là, voilà, thrombose veineuse profonde et anticoagulant, collant de contention et surtout, moi, à la rigueur, tout ça, je m'en foutais. La seule question que j'avais à la bouche 300 fois par jour, c'est quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport ou le mouvement, parce que pour moi, c'était ça le plus dur, c'était d'être à l'arrêt et de ne pas avoir de date de fin. Et donc là, ça a été terrible pour moi parce que pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais dans le creux de la vague.
et où j'ai dû annuler toutes mes retraites de yoga, tous mes cours de yoga. J'ai une marque de bien-être, de compléments alimentaires, et j'étais incapable de parler de bien-être alors que je me sentais mal. J'avais l'impression de mentir. Et voilà, et donc j'étais au fond du sac, au fond du sac, et j'ai une copine qui m'a dit appelle Pablo et t'iras mieux. Oui, le magicien. Et Pablo, et ça y est, ça va mieux. Non, c'est faux ça, non? Ou alors, en fait, on ne s'est pas reparlé depuis. Ça s'appelle l'effet placebo ou l'effet Pablo. Non, mais voilà, après, je suis sous anticoagulant, j'ai vu une homéopathe. J'ai un remède, d'ailleurs j'ai plein de questions Loïc, j'ai un remède serpent, et voilà, et moi je cherche aussi quelque chose pour baisser l'inflammation en général, et c'est vrai que j'avais fait un peu le tour, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai monté Agi, ma marque de compléments alimentaires, parce que je voulais quelque chose d'ultra sain, parce que quand on a des traitements lourds à côté et qu'on a besoin de se complémenter en vitamines, ne serait-ce que pour la peau, le glow, les cheveux, etc. Regardez-moi cette chevelure là un peu. Voilà, je voulais que tout soit nickel, et voilà. Donc moi j'aime la médecine alternative, j'aime tout ce qui accompagne le bien-être en général. Et alors ce syndrome dont tu parles, qui est sans doute dû à une thrombose, c'est ça? Comment est-ce que tu as pu mettre un mot sur ce qui t'arrivait? Moi j'ai rien mis du tout, je leur ai dit trouvez-moi ce que j'ai, je peux plus marcher. Et donc ça peut, en fait la thrombose, ça peut être aussi un des symptômes de ma maladie auto-immune, mais j'ai aussi le syndrome de Coquette qui est en fait c'est la, Pablo tu me dis si je me trompe, mais c'est l'artère iliaque qui est venue écraser ma veine iliaque. Donc j'avais souvent mal, moi en retraite, il y avait toujours un jour où j'avais mal mais je disais rien. Donc j'avais souvent mal dans l'iliaque gauche, et en fait, à force, la veine s'est écrasée quoi, et ça a créé un caillot qui a obstrué les autres veines. Donc la primitive iliaque là qui est dans le haut des abdos, la rénale et la fémorale. Donc tout ça c'est bouché, et donc côté gauche c'est le syndrome de Coquette. Alors comme tu le disais, hein, Doc Pablo, on lui parle et tout de suite ça va beaucoup mieux. On va voir si c'est toujours le cas pour toi, Alexandra. Merci beaucoup de nous parler, en tout cas en toute transparence, de ce qui se passe pour toi. Pablo, qu'est-ce que tu penses du cas d'Alexandra déjà? Est-ce que tu en as déjà vu des similaires? Est-ce que c'est quelque chose de commun? Non, moi je connaissais pas le syndrome de Coquette avant qu'elle m'ait parlé, donc on n'est pas sur de la consultation très spécialisée là. Bon, apparemment c'est une variante de l'anatomie, et c'est vachement lié, je pense, à son anatomie et à ses activités. Et tu veux dire trop de sport? Peut-être trop de sport, et puis peut-être certains les mouvements en fait qui vont augmenter ce phénomène d'écrasement. En fait, d'être assis en tailleur, quand on a le syndrome de Coquette, quand tu es assis en tailleur 2 heures, tu te fais mal. Trop de lotus, c'est fou. Ouais, voilà. Parce que donc il va y avoir une espèce de pince qui va se faire, et donc voilà, c'est un concours de circonstances, je pense, qui est multifactoriel dans le cas. Mais après ça c'est pas ça, j'ai envie de dire, c'est une thrombose, elle va faire sa période d'anticoagulant, le thrombus va être résorbé avec le temps, et puis au bout d'un moment on pourra enlever les anticoagulants. Alors là, visiblement, je vais les garder à vie. Ah bon, qui c'est qui dit ça? Mon spécialiste veineux, là, je dois avoir... en fait, je suis à 5 mg là, d'Eliquis 2 fois par jour pendant 1 an. Et après, vu que j'ai le risque de thromboser à vie avec la maladie auto-immune, et que moi, je veux continuer quand même à bouger, il est hors de question que je reste là... Voilà. Comme un cas sur le canapé, du coup, on me les laisserait à vie. C'est pour ça que je pense qu'on peut aider Alexandra, c'est sur la maladie auto-immune. Parce qu'une maladie auto-immune est souvent présentée, en fait, aujourd'hui en médecine comme une fatalité, et un truc qui va rester toute la vie, alors qu'en réalité, non. Il faut que ça peut prendre du temps de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a de l'auto-immunité, mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais dans ma pratique. Je pense que toi, Loïc, aussi, t'as déjà pu aider des gens. Moi-même, j'ai guéri d'une maladie auto-immune dont on me disait que c'était une maladie que j'aurais à vie. Je l'ai plus. Donc, je pense qu'on arrive à faire ça pour beaucoup de patients. Et donc, rappelle-nous juste, Pablo, une maladie auto-immune, c'est-à-dire le corps qui se défend alors qu'il ne devrait pas? Ouais, c'est-à-dire que le système immunitaire de la personne va s'attaquer à ses propres cellules. Ça peut être sur un organe spécifique, ou ça peut être assez diffus. Moi, je pense, je suis pas le seul à le penser, qu'en fait, il y a une agression dans le corps à laquelle le système immunitaire répond,
et que donc du coup, tant que cet agresseur n'a pas été sorti du corps, qu'il ce soit un agresseur émotionnel ou que ce soit un agresseur physique, et bien souvent même parasitaire, je pense que le corps va produire une réaction immunitaire. Dans cette réaction immunitaire, il va produire un certain nombre de molécules immunitaires comme les anticorps, hein, par exemple, et ces anticorps peuvent avoir des points communs. Dans le vivant, en fait, on a énormément de similitudes avec tout le vivant. Donc je vous donne l'exemple, par exemple, pour les cicatrices émotionnelles et les traumas, c'est plus difficile à mettre en évidence. Mais aujourd'hui, on est en train de voir en génétique et en épigénétique qu'effectivement, le trauma marque le génome et se transmet, par exemple. Donc on a des choses comme ça. Après, plus concrètement, je pense pour beaucoup de maladies auto-immunes, depuis quelques temps, j'en ai parlé lors de la première émission, je m'intéresse beaucoup aux parasites. Parce qu'en fait, c'est les grands oubliés actuellement de la médecine actuelle. On fait comme si le monde avait été libéré de ces parasites, donc on déparasite plus les gens, alors que c'était le gros progrès de la médecine du 19 et du 20e siècle. Et je pense que le mécanisme auto-immun, très souvent, à mon avis, hein, ça c'est, mais il y a certaines écoles qui disent des choses assez similaires, c'est que tu peux avoir ce qu'on appelle, ce que Montagnier par exemple appelait une infection froide, c'est-à-dire dans ton organisme quelque part des zones du corps, bien souvent derrière des biofilms en fait, dans lesquels il va y avoir des micro-organismes parasitaires, viraux ou bactériens par exemple, et qui vont rester là un peu planqués, mais quand même être détectés par une partie du système immunitaire, qui va pas réussir à les déloger, mais qui va produire en continu, si tu veux, des anticorps. Or, parmi tous ces êtres vivants là, il y a des anticorps qui vont pouvoir avoir des points communs, en fait. Ils ont des antigènes qui vont avoir des points communs avec nous. Et donc, finalement, quand ton corps est en train d'essayer de se débarrasser, par exemple, d'un parasite, et qu'il a repéré certains antigènes sur le parasite, il va se mettre à produire un anticorps, mais que toi, dans ton génome, tu as les mêmes antigènes, et ben les anticorps qui sont produits pour essayer de virer ce parasite, et ben ils vont s'attaquer aussi à toutes tes cellules qui contiennent cet antigène, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense, ça, c'est un vrai mécanisme d'auto-immunité qui, à mon avis, explique beaucoup plus que la version qu'on donne aujourd'hui aux gens. Ah ben oui, pour une espèce de raison qu'on ne connaît pas, d'un coup le corps se mettrait à s'attaquer à lui-même comme ça. C'est pas du tout logique. Raconte un petit peu ce que tu as déjà fait. J'ai tout fait parce qu'en fait, moi j'ai d'abord été suivie par Bordeaux par des très très bons médecins qui m'ont essayé les médicaments pour ça, mais ça passait pas, donc je suis allée vers des médecines, je me suis ouverte à d'autres possibilités de guérison. Donc j'ai vu des guérisseurs, des kinésios, des Chinois, des Indiens, mon alimentation, parce que pour moi l'alimentation c'est le premier médicament. Et j'ai toujours fait tout parfaitement, en fait. C'est quelque chose qui est un peu plus fort, mais mon mental est encore plus fort que ce quelque chose. Et je l'aurai, je le sais. Personne ne capte que j'ai un truc. Hein. Quand on me voit, personne ne voit rien. Et c'est pour ça que j'en parle jamais. Mais oui, j'ai tout essayé en parallèle. Là, il y a 2 semaines, j'ai fait une constellation familiale. C'était très intéressant, très fort. Voilà. Et en fait, j'en viens même presque à me dire, c'est fou parce que, en fait, cette maladie, moi qui étais, qui m'en foutais du bien-être, qui était juste dans la compète et à boire cette boisson là, en fait, cette maladie m'a amenée vers le chemin du bien-être en général, m'a ouvert l'esprit et j'ai presque trouvé mon chemin de vie en fait. J'ai presque je lui dirais merci. Parce que je me dis tous les jours que je suis heureuse de vivre, tous les jours que j'ai de la chance, ça me force à positiver, ça me force à voir la vie de façon merveilleuse et je sais pas si j'aurais été comme ça sans ça. Donc ce serait bien que ça s'arrête, mais je lui dis merci parce que c'est grâce à ça
si je suis rentrée dans cette façon de voir le monde et la vie et l'univers et d'avoir la foi. Bah, cette maladie qui fait tant partie de toi, je pense que tu es quand même prête à lui dire au revoir si on trouve des solutions aujourd'hui dans Symbiose et en paix du coup. C'est ça qui est très touchant. Et on l'a compris, tu as fait un tour du monde de ce qui se passait au niveau médical, mais il te reste des questions quand même, des questionnements. Oui, alors dans ma quête médicale, j'ai contacté, donc moi j'habite à Biarritz, à Bayonne, une homéopathe. Et donc quand je lui ai expliqué tout ce que j'avais, je touchais mon cou tout le temps, je parlais comme ça, elle me dit bon, toi il te faut un remède serpent. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que déjà je me suis dit comment en fait un homéopathe, un naturopathe sait déjà combien il y a de catégories, parce est-ce qu'il y a que la catégorie animale, un remède ou végétal, j'en sais rien, et comment en fait vous arrivez à capter genre toi ce sera serpent, toi ce sera je sais pas, en vrai on fait de la télépathie non, pour la blague. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a tous un animal totem homéopathe ou Je sais pas, c'est super intéressant. Je sais pas non. Je connaissais pas ces histoires de serpents, Loïc. Alors c'est pas un animal totem, mais c'est vrai qu'en homéopathie on a notre polycrest, donc on a chacun une genre de personnalité ou un profil disons homéopathique, mais au-delà de ça en fait le remède qui va être adapté à nous est adapté par rapport à la manière avec laquelle le problème a son expression. C'est-à-dire que, alors déjà, il n'y a pas que l'animal, donc tu as parlé du crotal, mais enfin non, tu n'as pas parlé du crotal, tu as parlé des serpents, mais le crotal, la vipère font partie évidemment des serpents, donc on a différents remèdes de ce type-là. Mais il n'y a pas que, on peut avoir le crapaud, on a aussi le buffo, qui est un des remèdes homéopathiques. Mais en homéopathie, on a aussi les végétaux. On peut penser à la belladone, on peut penser évidemment à l'arnica montana, qui sont très connus, ou au Nux vomica. Là, je comprends. Voilà, on peut aussi penser aux remèdes minéraux, on pense à magnésium. Voilà, en fait, toute catégorie peut être un remède. Mais on a aussi des remèdes comme l'ARN messager, qui peut être utilisé dans certains cas particuliers. On a des remèdes... bref, tout peut être remède homéopathique. Il y a combien de catégories alors, en tout? Genre, tu as les minéraux, les végétaux, les animaux on va avoir les minéraux, les végétaux, les animaux, on peut avoir les polluants. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas vraiment de catégorie parce que tout peut être remède. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu une pollution, d'une explosion d'une usine Seveso dans le Nord. Et cette usine, en fait, a créé des maladies chez les gens, ou en tout cas des symptômes. Et en fait, la poudre de la fumée qui est retombée sur les feuilles, il y a une homéopathe qui a dit aux personnes qui avaient des symptômes de récupérer cette poudre-là, d'en faire une dilution homéopathique pour se soigner. En fait, c'est qu'on soigne le mal par le mal. Et en fait, les gens ont vu leurs symptômes disparaître à la suite de l'usage de cette poudre-là. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de catégorie, mais par contre, on peut quasiment tout utiliser. Et comment est-ce qu'on va choisir le remède le plus approprié à la personne? Déjà, quand on parle de thrombose, c'est tout à fait logique d'aller vers les serpents, parce enfin, je vais faire quelque chose de très général, mais disons qu'on va soigner le mal par le mal. Donc en gros, un serpent qui, via sa piqûre ou via son venin, va créer une thrombose, si on l'utilise en dilution, eh bien, ça va soigner la thrombose qui ressemble à celle provoquée par ce serpent-là. Et tu vois, par exemple, on peut très bien utiliser Vipera pour un type de thrombose plus connu, ce sont les thromboses hémorroïdaires. On peut utiliser Vipera Ready parce que certains types de thromboses hémorroïdaires peuvent être rééquilibrés par le remède Vipera Ready. Mais après, on a le serpent corail, on va avoir, je le dis, il y a le naja aussi, on a le serpent assonaire. Enfin bon, tous les serpents vont avoir des manières de rendre malade la personne différentes, et du coup, la dilution du venin, en fonction de comment ça s'exprime, eh bien, pourra soigner. C'est pour ça que quand tu disais « oui, ça me fait ça à la tête » ou « je suis soulagé comme ça », ou c'est tout un tas de petits détails que l'homéopathe va prendre. Parce elle me disait que je touchais, je ne me rendais même pas compte en plus, que je touchais mon cou, et elle disait souvent les gens qui, quand ils parlent, touchent le cou, ils ne supportent pas en fait d'avoir des choses là autour. C'est souvent les serpents, quoi. Enfin, les remèdes serpents. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on n'aime pas la constriction. On n'aime pas être resserré. Et on a des catégories de remèdes comme ça qui sont assez larges, mais qui vont avoir des caractéristiques très précises. Les personnes qui n'aiment pas être serrées, les gens qui n'aiment pas la ceinture. Il y a des gens qui ne supportent pas avoir une ceinture. Ça, c'est certaines personnes en particulier, ça nous guide vers certains remèdes. On va avoir des personnes qui... un mal de tête. Moi, un truc que je donne très souvent, c'est les maux de tête, mais où, quand la personne, elle veut aller mieux,
elle compresse pour aller mieux. Ah oui. Eh bien, par exemple, ça, tu vois, c'est un type de mal de tête particulier qu'on va soigner avec un remède particulier et pas un autre. Et c'est pour ça que souvent on dit l'homéopathie, ça marche pas. En fait, c'est que c'est tellement précis sur le remède que si on n'a pas le bon remède, effectivement, ça marchera pas nécessairement. Il faudra adapter avec une grande précision. Donc, on peut faire un peu de télépathie, on peut faire un petit peu de magie, mais en général, on regarde plutôt la personne en face de nous pour essayer d'avoir des détails. Alors, télépathie, magie, homéopathie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Loïc, au niveau naturopathie? Déjà, en plus de l'homéopathie, il y a une forme d'homéopathie qui est pas souvent aimée par les naturopathes, qui est l'organothérapie. C'est le même principe, mais c'est avec des organes. Et lorsque l'on a, par exemple, un déséquilibre du système veineux, eh bien, on peut travailler avec une dilution de veine. On va prendre de la veine en 5... Alors, la manière avec laquelle... Alors, c'est sûr que ce n'est pas pour les personnes qui, en tout cas, ont une alimentation végane, parce que c'est la veine automatiquement d'un animal qui est arrivé. Donc, c'est souvent un cobaye qui a servi de cobaye, c'est le cas de le dire, pour récupérer une veine en bonne santé. Et ce petit morceau de veine en bonne santé est dilué de la même manière qu'on prépare de l'homéopathie et pour apporter à la personne dans la granule l'information veine de très bonne santé pour la personne. Donc c'est vrai que l'organo, c'est qu'un certain type de personnes, parce que les personnes qui vont avoir des convictions religieuses, parfois c'est fait avec du porc, donc ne pourront pas l'utiliser. Lorsque l'on a certains régimes alimentaires, on ne pourra pas l'utiliser non plus. Par contre, c'est des remèdes qui vont être très intéressants et ultra efficaces. D'accord. Finalement, sa santé a commencé à se dégrader et donc elle a réagi en se passionnant pour la santé. Et aujourd'hui, elle a un mode de vie extrêmement bon pour la santé. Elle a la diète, je pense que c'est nickel. Elle fait de l'activité physique comme il faut. Je pense qu'elle arrive à gérer son stress de manière excellente puisqu'elle vit à Biarritz, tu vois, comme si c'était à Paris, dans les bouchons. Et puis, elle a même ta marque, elle s'appelle comment? Agi, voilà. Sa marque Agi de compléments qui sont de bonne qualité. Et du coup, donc, c'est clair que c'est quelqu'un qui prend aussi, en plus des compléments de bonne qualité. Et finalement, son problème est toujours pas résolu. Et c'est vrai que je cite souvent, moi, ma mère a guéri d'une maladie auto-immune en ayant résolu un problème qui était un problème émotionnel. Effectivement, elle a guéri vraiment d'une maladie qui lui pourrissait la vie depuis plus de 10 ans en 24 heures, quand elle a réglé son problème avec sa mère. Il faut être ouvert d'esprit et puis il faut organiser sa vie aussi pour se laisser l'espace de vivre tout ça. C'est ça qui est pas évident aussi, c'est qu'on peut vivre tout ça, mais en même temps, à côté, il y a les enfants à s'occuper, il y a toute l'organisation du quotidien qui nous empêche de plonger profondément dans des vieilles rancœurs, des vieilles colères qu'on a à soigner. Donc bravo pour le cheminement, Alexandra. On espère avoir un petit peu avancé avec toi aujourd'hui sur ces maladies vraiment complexes, comme le rappelait Pablo. C'est pas tous les jours qu'on a des cas comme ça en cabinet. Non, mais là, moi, de toute façon, je suis un cas. C'est un truc très rare, mais oui, voilà. Finalement, le mot de la fin, c'est que c'est la maladie qui m'a menée vers la santé. Donc c'est ça qui est quand même chouette. Et vous rencontrez-vous tous les trois, et j'en suis ravie. Merci beaucoup, Alexandra. À bientôt dans Symbiose. On poursuit Symbiose, le libre podcast, avec une amie. Je suis ravie de la recevoir dans Symbiose. Salut Jessica. Salut. Bienvenue à toi. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, super, merci. Alors ça va super, mais j'aime beaucoup le message que tu m'as laissé récemment parce que ça me touche aussi beaucoup. Tu m'expliquais que dans tes comportements avec tes enfants, il y a beaucoup de choses que tu retrouves de ta mère et ça te fait pas forcément plaisir. Et là, je suis sûre qu'on parle à beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent ouais, évidemment. Comment ça se passe le transgénérationnel dans nos vies en fait? On n'est même pas au courant et que faire face à ça? Tu peux nous expliquer toi précisément avec tes mots ce qui te gêne en fait, ce qui te fait bizarre quand tu es face à des situations comme ça? Alors en fait, quand je vois un peu en situation de crise, évidemment, mais quand tu vois que tes enfants font quelque chose qui ne te convient pas ou qui n'est pas correct, entre guillemets, tu vas réagir avec ton émotion du moment. Et en fait, le truc, c'est que l'émotion du moment, pour moi, en tous les cas, elle va être... je vais surréagir et je vais prendre conscience que c'est totalement la réaction que ma mère avait sur moi quand j'étais petite. Et à ce moment-là, il faut soit apprendre
wow, se dire stop, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu étant petite et c'est pas ce que je veux reproduire sur mes enfants. Et c'est pour ça que pour m'être documentée là-dessus un petit peu, j'ai plein de questions par rapport à ça parce que je pense que c'est hyper intéressant et qu'il y a un lien entre la réaction qu'on a nous en tant qu'adultes sur nos enfants, comme on a pu la vivre étant enfant, et etc., etc. C'est un schéma qui peut se répéter et on en parle assez souvent, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et t'aimerais briser la chaîne. Est-ce que tu as parfois dans ton cabinet des cas un petit peu comme ça, Pablo, où tu te rends compte que ce qui se passe avec ton patient, ça a sans doute été le cas dans les générations précédentes? Oui, il y a beaucoup de pathologies qui sont transmises dans la famille par plein de biais. Il y a souvent des pathologies des prédispositions génétiques qui peuvent sauter une génération. Moi, quand j'étais bipolaire, on m'avait dit que c'était souvent ça sautait une génération. Et effectivement, on avait retrouvé chez une de mes grand-mères, elle a ce terrain-là aussi. Et alors après, bon, c'est vrai que dernièrement, on sait que même en génétique, en fait, les traumas se transmettent, ce genre de choses et tout ça. Donc, en fait, effectivement, il peut y avoir des choses qui se répercutent. Et après, même dans le monde, on va dire, avec l'aspect spirituel, on sait aussi que ça, c'est des choses qui peuvent exister. On peut même parler de malédiction transgénérationnelle. Il peut même y avoir dans la sorcellerie, hein, c'est des choses... on peut penser que c'est du délire tant qu'on s'y est pas intéressé. Quand on s'y intéresse vraiment, on peut se rendre compte qu'effectivement, même quand j'avais assisté justement à ces fameux exorcismes à Paris, il y avait une dame, c'était un sort transgénérationnel qui avait été jeté sur sa famille. Mais c'est quoi cette histoire, Pablo? C'était en Afrique, mais bon, je veux dire, pour dire que ça peut venir, en fait, il y a plusieurs réalités, si vous voulez, plusieurs aspects. Le monde est pluridimensionnel, en fait, et donc on a tous les logiciels, si tu veux, se superposent. Logiciel matérialiste, spirituel, même psycho-émotionnel. C'est des choses, effectivement, qui sont intéressantes. Puis après, on ressemble à nos parents aussi parce que ce que je retrouve le plus qui est transgénérationnel, c'est l'obésité, par exemple. Des familles d'obèses, parce qu'ils ont une génétique et certainement une alimentation. L'alimentation, c'est très fort. Hein, l'alimentation, c'est vraiment ce qu'on transmet aussi à nos enfants, la façon de manger, les aliments, la façon de préparer, tout ça. Et du coup, c'est un des trucs les plus fréquents en transgénérationnel. Qu'est-ce que tu dirais à une patiente qui vient justement dans ton cabinet avec cette problématique-là de j'aimerais me libérer du schéma familial, en fait, que ce soit par rapport à l'obésité dont tu parlais, que ce soit par rapport à autre chose. Comment trouver la source? Comment... En fait, on parlait tout à l'heure, c'est marrant parce que Alexandra, c'est un des derniers trucs qu'elle a dit avant de partir. Là, en ce moment, elle fait une thérapie qui s'appelle les constellations familiales. En fait, c'est une thérapie, une approche psychothérapeutique qui travaille énormément sur justement la constellation, donc c'est-à-dire où est-ce que je suis par rapport à dans justement, on va dire, la constellation de ma famille. Et c'est une thérapie qui est très très intéressante et qui apporte des résultats très intéressants justement pour le transgénérationnel. Jessica, t'es passée par là, toi, ou pas encore? Moi, c'est vraiment... alors, j'ai entendu parler des constellations transgénérationnelles, c'est ça? Constellation familiale, ça. Constellation familiale, pardon, merci. C'est du travail transgénérationnel. Voilà, mais après, effectivement, je pense que c'est hyper intéressant. Et pour avoir essayé de m'étudier moi-même, m'analyser, d'étudier ma mère et toutes les femmes avant, oui, je pense que moi, le sujet qui serait peut-être mon cas serait la partie émotionnelle, tu vois, et dans la constellation familiale, effectivement, à savoir à partir de à quel moment ça a pu... il y a eu un bug dans la matrice, tu vois, et ça a pu changer, et comment ne pas reproduire les erreurs et avancer différemment pour casser effectivement ce schéma-là. Mais je pense que c'est un travail de dingue à faire sur soi. Mais est-ce que justement la personne qui a transmis ça ne devrait pas aussi faire un travail pour que tout fonctionne? Ça, c'est souvent question complexe. C'est de ta faute, ça, maman. C'est le scénario idéal, mais c'est pas toujours... Toi, quand même.
Là, on sort de la médecine, mais moi, je peux vous dire, parce que c'est vraiment, j'ai eu dans mon groupe, à côté de mon boulot de médecin et tout, j'ai mon petit groupe de prière, partage autour de la Bible et tout, parce que je suis chrétien. Et puis, on avait donc une des filles qui a commencé à venir à ça et qui a eu des prières de délivrance et tout ça, machin. Elle avait un gros conflit familial avec son frère, qui ne lui parlait plus depuis 15 ans. Et elle, on a prié pour la libérer, elle, spirituellement. Et le lendemain, son frère l'a appelée pour se réconcilier. Donc en fait, souvent, le travail que tu vas faire sur toi-même, dans, on va dire, la réalité quantique, en fait, dans ce qu'on ne voit pas, va résoudre le problème comme une réaction en chaîne, en fait. Tu vois. Donc son frère, il n'avait pas fait de travail, on n'avait pas prié pour lui et tout ça. Et ben, de l'autre côté, ils ont ce lien quantique, tu sais, comment ça s'appelle déjà quand deux molécules ont été en contact? L'intrication quantique. Voilà, l'intrication quantique. Et donc, en fait, résoudre souvent, en fait, je pense qu'on est tous responsables de nous, d'abord. Et quand on résout en nous le problème, il peut se résoudre dans la famille. Ah, mais ça, c'est certain. J'aime beaucoup que tu te dises ça, parce que c'est sûr que, bon, moi, le côté quantique, ça me parle beaucoup. Le fait de travailler... Moi, en fait, la chose qui me vient tout de suite, c'est déjà d'accepter et de regarder le comportement. D'accepter qu'il soit là. D'accepter qu'on l'ait, qu'importe d'où il vient, qu'importe quelle est la source du comportement, mais juste déjà de se dire, ok, j'ai ça, je fais ça, et j'ai presque envie d'aller chercher plus loin, c'est pourquoi ça me dérange d'avoir ça? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi d'avoir ça, de vivre ça ou d'avoir tel comportement? Parce que finalement, en raisonnant comme ça, il y a une partie de nous-mêmes qui n'accepte pas ce comportement-là. Peut-être parce qu'il ressemble à quelqu'un de notre famille, peut-être que ça nous dérange de ressembler à cette personne-là. Et je dirais qu'une partie de la libération de ces comportements passe par les regarder, les accepter et ne pas leur donner d'énergie. Si on passe notre temps à regarder le comportement en mode je fais ça, je fais ça, je fais ça, là on met notre attention, on met notre énergie. Et donc on ne fait qu'alimenter la chose. Donc moi c'est les premiers trucs, le regarder, l'accepter et le laisser vivre. Mais si on veut aller chercher plus loin, et je rejoins ce que disait Pablo, parce que je l'ai vu très souvent, que quand on travaille sur soi, même à titre perso, quand on travaille sur soi, ça change le monde qui nous entoure. Travailler sur soi change dans ma vision de la naturo et de ma vision de la réalité, travailler sur soi fait qu'on change notre propre réalité, qu'on change notre perception du monde, qu'on change notre perception de nous-mêmes et qu'on change notre regard sur ce monde. C'est un peu comme si on changeait de paire de lunettes à chaque fois. Et le fait de changer de paire de lunettes fait que on est tous intriqués, comme le disait Pablo, les uns les autres. À la base, toutes les particules de l'univers étaient dans la taille d'une tête d'épingle, donc toutes les particules ont été intriquées les unes aux autres. Et dans une famille, quand il y en a un qui change, souvent, ça fait un effet boule de neige et ça fait changer les choses dans le reste de l'équipe, dans le reste de la famille. Parce que on est reliés, qu'on le veuille ou non, et parfois, et même pour aller plus loin... Ah, pardon. Et pourquoi elle aboie comme ça, d'un coup? Ah non, mais parce que là, d'un seul coup, elle s'est mise à regarder par la fenêtre et elle a vu quelque chose qui n'existe pas. Enfin, qui existe. Ou qui existe, voilà. En tout cas, pas dans cette réalité. Elle a vu un esprit passer. Vraiment, et ça, c'est le message que aussi ce podcast doit passer un message sur cette émission, ce sera vraiment le message qui est important, parce que c'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on a, tu sais. On sait, par exemple, ah tiens, j'ai repéré quelque chose, ah tiens, je ressemble, je ressemble à ma mère, je ressemble à mon père, j'ai repéré quelque chose dans la famille, et on veut aller régler les problèmes des autres avant d'aller régler les nôtres. Et en fait, le petit exemple que je vous ai donné tout à l'heure, et j'en vois plein en fait comme ça, des gens où en fait, à partir du moment où ils ont réglé leurs problèmes à eux, comme par magie, vraiment, comme par incroyable, et certainement avec un énorme lien avec l'intrication quantique, en fait, l'autre change. Donc on est responsables tous devant Dieu de nos décisions, de nos choix, et en se guérissant soi, on peut guérir toute sa ligne. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Pablo, juste avant. On peut même aller plus loin que ça. C'est le côté sorcellerie dont il parlait. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu voir, qui n'était pas nécessairement dans ma réalité, mais qui, de facto, quand c'est pas dans la nôtre, mais que c'est dans celle de quelqu'un d'autre, ça peut nous influencer. Et oui, il y a des choses qui peuvent avoir été faites sur X ou Y génération, parce qu'à l'époque, c'était des choses qui se faisaient
et qui peuvent ensuite être trimballés un petit peu comme un espèce de fardeau au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait, Loïc, concrètement pour creuser, pour aller par là? J'imagine que ça demande beaucoup de lâcher prise, mais en même temps, on part d'où? Moi, il y a des gens qui vont travailler en énergétique, il y a les constellations familiales, il y a beaucoup en fait de praticiens énergétiques qui vont travailler directement sur le transgénérationnel, il y a de la psychologie transgénérationnelle, il y a plein d'approches qui incluent cette vision du monde et le fait qu'on est tous reliés les uns aux autres et surtout dans notre arbre généalogique. Donc moi, ce que je guiderais, c'est plutôt vers ces approches-là. Après, voilà, il y a des praticiens, comme je le disais, en énergétique qui font les choses bien, mais d'aller chercher quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour peut-être aller aider à donner la petite impulsion pour que tu changes, Jessica, de manière à ce que le reste change autour de toi. Ouais, mais le changement, en fait, vient du fait... en fait, je pense que... Toi, c'est déjà réglé, Jessica, ou parce que parce que j'ai l'impression quand même que rien que la prise de conscience, tu vois ce que je veux dire? T'es probablement la première personne dans cette famille qui se rend compte, qui se dit, tiens, il y a un truc qui se répète, tu vois? Et donc, tu l'as identifié. J'ai envie de dire, le boulot, il est fait aux 3/4, là. Tu vois, déjà rien que là, en l'ayant identifié. Après, quelle que soit la thérapie, le soin que tu vas faire, ou même peut-être même juste de ton travail personnel, à mon avis, c'est très proche de... T'en es où de ta recherche, toi, Jessica? T'as fait des choses pour régler un petit peu ce problème ou pas encore? Alors oui, alors tout récemment, j'ai fait de la microkiné. Ok. Voilà. C'est quoi ça? C'est alors je sais. Microkinésie. Ouais, comme la kinésiologie. Alors je vais peut-être pas vous donner la définition pour vous qui êtes vraiment dans le milieu un peu médical, mais moi, ce que j'en ai compris en tous les cas, c'est de la mémoire cellulaire qui emmagasine, en fait, ton corps va emmagasiner des comment dirais-je, des traumatismes, et du coup, tu vas agir en fonction des traumatismes. Tu vas avoir un comportement, des émotions, etc. Et tu vas gérer ta vie comme ça. Et donc, j'ai commencé à faire ce travail-là et à écrire beaucoup aussi sur mes émotions. Dès que je vois que je fais quelque chose qui ressemble au comportement que je ne veux pas répéter, j'essaye de canaliser mon émotion à l'instant T, et puis de prendre quelques respirations et puis d'écrire ce que j'ai ressenti sur ce moment-là. Oui, la sophrologie peut être intéressante aussi dans ces cas-là, non, Loïc? Alors oui, la sophrologie va travailler sur tout ce qui va être émotionnel, donc on est vraiment sur un angle qui va être intéressant. Moi, j'aime beaucoup pour le coup la microkiné pour en avoir fait, parce que ça le déloge pas mal au niveau des émotions enfouies. J'aime aussi beaucoup la kinésiologie, qui va aussi travailler sur les libérations énergétiques et les mémoires qu'il peut y avoir dans le corps et qui peuvent ne pas nous appartenir aussi, que l'on peut porter. Donc, c'est des approches vraiment intéressantes. Super. Bah, écoute, on espère avoir répondu à tes interrogations, ou en tout cas t'avoir donné d'autres pistes. Mais apparemment, ce que tu as commencé à faire est plutôt indiqué par Doc Pablo et Loïc. Bah, super. Donc, bravo pour le chemin et bonne route, Jessica. Merci beaucoup. Et vous aussi, comme Jessica, vous pouvez participer à Symbiose, le podcast, parce que cette émission vous appartient totalement. Il suffit de laisser un vocal via WhatsApp au numéro de Symbiose 07 56 88 98 18 07 56 88 98 18. Et puis on compte sur vous. Si l'émission vous a plu, c'est le moment de la partager, d'en parler autour de vous, et puis de nous laisser vos commentaires aussi. On a vraiment hâte de vous lire, et puis on vous retrouve très très bientôt avec Doc Pablo. Merci beaucoup d'avoir été là, Doc. Merci à vous. Et puis merci, Loïc. On se retrouve bientôt. À très bientôt. À bientôt dans un nouvel épisode de Symbiose, le podcast. Ciao.